Notre requin avait encore toutes ses dents. Oui. Ça signifie que c'était un bébé. Notre requin n'aurait pas pu tuer Overman. C'est sa mère qui l'a tué. Comment ça, c'est sa mère qui l'a tué? Calvin, vous écoutez ce qu'elle vous dit? Bien sûr, j'écoute. Si réellement ce petit requin que sa mère a mis au monde, loin au large, est entré par la porte, c'est parce que vous l'aviez laissé ouverte, Brody. Non! Overman a été tué à l'intérieur du parc. On a pris le bébé requin à l'intérieur du parc. Sa maman est à l'intérieur de votre parc. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits marins en 3D et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aïkassi et cette semaine avec mes invités, nous allons vous parler de Jaws 3D, réalisé par Joe Alves et sorti en 1983. Et pour m'accompagner cette semaine, ils sont tous les deux du podcast Nanarland. Bienvenue Mathilde. Bonjour les requinquins et les requinquines. Quelle est ta saga préférée ? J'ai le droit de dire d'une, ça compte comme saga? Il y en a 3, donc oui. Ouais, voilà. J'ai envie de dire oui, si on compte celui de Lynch, c'est une saga, en effet. Les bouquins, etc. Une saga assez récente, en tout cas. Pas une saga nanardesque, t'as pas choisi Kickboxer 3 ou un truc comme ça. Alors, en saga nanardesque, MSG, il n'y a qu'MSG. Ah, je connais pas ça. Le gourou gourmitin. Vous arrivez dans des eaux très profondes, très troubles, très amusantes. Bon, bah écoutez les gens, allez sur Google et regardez ce film, ou cette saga en l'occurrence. Cette saga. Et bienvenue Julien. Bonsoir. Oui, je parle en 3D pour vous donner l'effet du film. Et toi, quelle est ta saga préférée ? Alors moi, ma saga préférée, je pense que c'est la saga des Hathor, qui est une saga d'heroic fantasy qui commence comme un sous Conan le Barbare. Ensuite, il y a un deuxième épisode qui était en fait la guerre du feu, mais qui a été changé en deuxième sous Conan le Barbare. Un troisième épisode qui est encore un sous Conan le Barbare et un quatrième épisode qui en fait s'appelle Hathor 3 parce qu'en fait ils ont fait 2 fois Hathor 3 et qui est pour le dernier un espèce de sous quête du Graal, un peu Monty Python sauf que c'est involontaire. Mais c'est fou, c'est que j'ai un chapeau avec toutes les sagas en existence et c'est la première fois que j'entends parler d'Hathor. J'ai jamais entendu parler d'Hathor before. C'est drôle. Hein. Oui, je vois, il y a quoi ? Il y a 4 films. Et c'est marrant parce que ce film-là dont on va parler, Les Dents de la Mer 3D, a été un peu annulé par le 4. Donc techniquement, le 3 et le 4, c'est le 3, en fait, des Dents de la Mer. Oui, ils font du retcon, quoi. Non, mais après, c'est d'autant plus dommage que c'est un si bon film, Jaws 3D. C'est tellement bien. Il m'a définitivement pas fallu 3 fois pour le regarder. C'est un film qu'on découvre tous les 3, donc pour la première fois, c'est ça ? Absolument, oui. Moi, ouais. j'avais vu le seul Dents de la Mer que j'avais vu personnellement, c'était le premier. Les autres, je les connais pas, et celui-là, du coup, je l'ai découvert à l'occasion quand tu nous as de ta gentille invitation. C'est fou, c'est la première fois donc en 25 sagas que moi et les invités, on n'a pas vu le film en fait. Normalement, il y a toujours un spécialiste ou quelque chose comme ça. Et là, comme c'est Les Dents de la Mer 3, je me suis dit franchement, ça pourrait être sympa de parler en tant que spectateur un peu plus lambda plutôt que professionnel spécialiste. Parce que j'avais Est-ce que ça mérite un spécialiste ? Il y en a un qui est un spécialiste. Est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui s'annonce comme spécialiste de Jaws 3D ? J'espère qu'il nous écoute pas, mais il y a un spécialiste de Jaws 3D en France. Oui, vraiment, hein, qui a les bobines, qui a toutes les versions, etc., etc. Mais c'est vrai que quand j'avais créé le podcast, j'avais dit
ce serait des gens qui s'y connaissent et des gens qui s'y connaissent pas, et avec le temps c'est devenu que des gens qui s'y connaissent, donc c'est assez bien de faire un petit épisode où on est tous les trois perdus devant ce film à se dire pourquoi est-ce qu'on a regardé ça, et ouais, donc les Dents de la Mer 3D, déjà quand il y a 3D dans le film, tu sais tout de suite que ça va être de la qualité, quoi. Tu vois un film des années 80 avec 3D dans le titre, tu te dis bon, ça va pas être Avatar, quoi. C'est pas 3D pour tout le monde en fait. Pour les paysans qui l'ont en 2D, en fait, il s'appelle vraiment JAWS 3 111. Enfin, en 3D, il s'appelle JAWS 3D. Ouais, c'est ça. En C'est gros, un peu comme Seven, vous voyez. quand il est sorti à la télé, les gens pouvaient pas avoir la 3D sur leur télé, donc ils ont fait une version 2D. Et si je me trompe pas, dans les Blu-ray, etc., on a la version 2D avec une sorte d'effet 3D par moment qui pop. Mais c'est vrai que moi, dans ma version Blu-ray, j'avais la version 3D si je voulais, mais j'avais pas les lunettes, donc je pouvais pas regarder la version 3D. Mais j'aurais adoré vraiment regarder la version 3D de ce film, parce que imagine, déjà c'est nul, mais en plus t'as mal à la tête. Franchement, c'est le combo parfait. C'est fascinant de voir qu'il existe encore des films, non seulement des films 3D, mais vraiment des films 3D avec les lunettes genre rouge et verte. Oui. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies plus modernes avec de lunettes et de 3D, mais ouais, on en trouve encore, en fait. C'est la version... Alors, pardon, ça va être super obscur. La version indienne d'Harry Potter non autorisée, en fait... en DVD, c'est la version 3D, il y a les lunettes dans la boîte, et il ne faut surtout pas le regarder comme ça, parce que là, c'est même plus le mal de tête. C'est la gerbe, pardon pour la vulgarité. Franchement, c'est assez drôle. À chaque fois que je parle à quelqu'un de Nanarland, je sais jamais de quoi ils vont parler. Ça, c'est un truc. Tu vois, là, il y a la version indienne de Harry Potter avec des lunettes 3D. Tu vois, c'est pas un truc que j'avais imaginé entendre aujourd'hui. Et le pire, c'est que j'ai envie de regarder. Tu vois, c'est ça le pire. Alors, si tu veux, je te l'envoie, parce que j'ai remis les sous-titres anglais sur la version 2D. Ça s'appelle Abracadabra, et c'est Harry Potter 1, mais en remake non autorisé, où les mecs font du Quidditch sur des tapis volants. Ce qui est canon. C'est vrai que j'ai fait tout le Harry Potter, mais j'ai pas pensé à parler de tous les Harry Potter like. Bootleg. Ouais, est-ce qu'il y a une Harry Potter exploitation? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors, j'en connais au moins 2 ou 3, ouais, donc ça existe. Ça des existe, trucs, ouais, ça existe. Alors, même sans même aller jusqu'à Percy Jackson, on t'a vu, on t'a reconnu. Non, il y a quelques petits films de séries, enfin vraiment de niveau téléfilm, sans budget, à base d'un petit enfant américain qui découvre qu'il est magicien à l'école, quoi. En fait, en y réfléchissant bien, toutes les sagas dont j'ai parlé, il doit y avoir des versions bootleg toutes pourries, je veux dire, de tous les films dont j'ai parlé depuis le début, que ce soit les Parrains, Sergio Leone, Matrix, Retour vers le futur, etc., etc. Il doit forcément y avoir des versions indiennes bootleg quelque part. C'est obligatoire. Alors Matrix, je peux en attester, j'en connais au moins une. Les autres, même si moi je les connais pas, oui, c'est sûr que tu as des versions. Alors indiennes, pas forcément, hein, ça peut être plus exotique, voire français, hein, puisque le cinéma français a parfois fait des versions de certains films. On se souvient de Vercingétorix, le Braveheart français. Il y en a quelques-uns comme ça, oui, ça pourrait presque être des épisodes bonus. Oui. Tout pour ne pas parler de JAWS 3. Exactement. Donc allez, on se lance. On a mis des sujets, la tarte au Mirabelle, surtout. Allez, on se lance. À l'origine, David Brown et Richard Zanuck, donc les fameux producteurs des 2 premiers films, voulaient faire une parodie des Dents de la Mer. Ça devait pas être un film sérieux. Et le film aurait été fait avec l'équipe du National Lampoon. Donc c'est un magazine humoristique très connu aux États-Unis à l'époque, qui a donné lieu à beaucoup de films avec Chevy Chase, avec Bill Murray, avec comment il s'appelle même avec Ryan Reynolds, hein, si je me trompe pas. Le dernier film National Lampoon, c'était avec Ryan Reynolds il y a 15 ou 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une institution aux États-Unis. Et donc le but, ça aurait été de faire une parodie du premier film, écrite par John Hughes et réalisée par Joe Dante. Voilà. Sur le papier, tu dis oui. Oui. Mais c'est vrai que c'est très étrange d'avoir... Enfin, c'est les noms qui ont circulé. Voilà.
C'est très étrange d'avoir les créateurs d'une saga qui décident d'en faire sa propre parodie. Oui, c'est vrai. C'est les producteurs qui avaient les droits, etc. et qui se sont dit on va faire une parodie. En fait, on est à court d'idées, on en a fait 2, maintenant c'est fini. Il n'y aura plus jamais de film sur les requins de l'histoire, hein, bien sûr. Il n'y en aura plus jamais de film de requins après le 2. Et donc ils se sont dit faire une parodie. Et j'aurais franchement bien aimé, je ne sais pas si John Hughes a vraiment écrit un script entier ou s'il avait été juste envisagé. Mais j'aurais quand même bien aimé jeter un petit coup d'œil à ce script si ça aurait été du genre Sharknado ou un truc comme ça. Non, en fait, ça me vient pas à l'esprit de parodie connue des Dents de la Mer. T'en connais un peu Je pense comme beaucoup de parodies des années 90, 2000, etc. Ça parodiait plein de films à la fois. En fait, tu mettais un requin pour faire les Dents de la Mer, après tu mettais un dino pour faire Jurassic Park. Enfin, tu t'adaptais, quoi. Ouais, c'est vrai que ce soit Mel Brooks ou les Zaz ou les Wayans, la plupart du temps, ils faisaient une sorte de pot pourri de tous les trucs culturels de cette époque, tout ce qui était à la mode de cette année-là, et ils faisaient une parodie de Scream, mais avec du Matrix, avec plein de trucs dedans. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu, je crois, hein, je me trompe peut-être, ça se trouve Rico en écoutant l'épisode, il va être en train de se dire mais si, il y en a au moins 3 mais c'est vrai que ça me vient pas à l'esprit une parodie des Dents de la Mer là comme ça. Et sinon au casting on aurait eu Richard Dreyfuss qui aurait repris son rôle du premier film et Bo Derek en costard, mais apparemment Steven Spielberg aurait mis son veto, il aurait menacé de ne plus jamais travailler avec Universal s'il faisait le film en fait. De son point de vue, c'est une évidence. Enfin, pardon, mais quand tu fais la parodie d'un film, en fait, entre guillemets, tu tues un peu la marque. Tu le démystifies, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, et c'est très difficile. Enfin, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu veux revenir avec un film au premier degré. En fait, c'est vachement difficile parce que la parodie est passée par là et le public va pas forcément réussir à rentrer dans un film sérieux. Enfin, ça fait penser aux gens de James Bond qui disaient à une époque en fait Austin Powers nous a tués et il nous a fallu 10 ans en fait quasiment pour revenir et pour pouvoir refaire un film après que Austin Powers soit passé par là. C'est à ce point-là qu'une parodie, surtout si elle est bien menée, peut je mets des gros guillemets, faire du mal à une marque, parce que bon, moi je m'en fous qu'on fasse du mal à une marque, c'est pas mon problème. Mais oui, enfin, je me mets à la place de Steven Spielberg. Je peux pas empêcher d'autres gens de faire une parodie, mais je veux pas que ça vienne de ma maison, quoi. Ouais, je peux le comprendre. En plus, bon, il est allé voir Universal et il leur a dit je travaille plus avec vous si vous le faites. Et bon, quand il y a Spielberg qui te dit je travaillerai plus jamais avec vous, forcément, la poule aux œufs d'or, quoi, la poule aux œufs d'or qui veut se barrer. Bon. J'imagine les mecs en face qui disent ce sera Spielberg ou moi. Mais apparemment, les studios, ils étaient pas forcément. Les studios étaient pas forcément chauds. Apparemment, c'était surtout les 2 producteurs qui avaient vraiment cette idée, mais Universal, eux, ils étaient pas vraiment motivés pour le faire non plus. Donc, quand Spielberg est venu, ils se sont dit bon, ouais, en fait, on va pas le faire, quoi. À mon avis, c'est la même démarche. La parodie, c'est bien, mais à ce moment-là, t'as encore, Les Dents de la Mer, c'est un film qui a dû quand même vachement bien se vendre en VHS. Oui. Et à la télé aussi. Et effectivement, les diffusions télé. Et encore une fois, la parodie, ça fait baisser la valeur de ta marque et ton film. Donc, t'as pas intérêt à le faire. Bah justement, quand il y a eu Scary Movie, Scream a un peu pris du plomb dans l'aile, un petit peu. Justement, ça a tellement été parodié dans Scary Movie que le côté un peu flippant de Scream s'est un peu évaporé dès les premières suites, en fait. Bon, elles n'étaient pas géniales non plus, mais je pense que Scary Movie a dû quand même jouer là-dessus, à mon avis. L'idée d'une parodie, c'est de désamorcer le ressort. Donc, si tu essaies de refaire effectivement le même film sans trop le bouger après, tout le monde a vu ton ressort se démonter. Enfin, tu peux plus faire un truc aujourd'hui, par exemple, avec un tueur qui marche à 2 à l'heure et la victime qui se casse la gueule tous les 2 mètres. Ouais. Ce dont tu aurais besoin pour refaire les premiers Scream. Ouais, et puis même le coup de fil, Waza. Il y avait une parodie qui est géniale, c'est Airplane. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais c'est une parodie de films qu'on n'a pas forcément vus, les films d'avion. Je suis en train de complètement dévier pour pas parler des Dents de la Mer 3. Je sais pas si vous avez remarqué. On va faire 8 ans de podcast et au revoir. Je me suis dit, viens, on part sur les parodies, c'est plus intéressant. Mais en tout cas, ouais, on est passé
à côté d'une parodie des Dents de la Mer, écrite par John Hughes et réalisée par Joe Dante, et avec Richard Dreyfuss dans le rôle principal. Voilà. Après, en échange, on a eu quand même Jaws 3D, donc est-ce qu'on a vraiment perdu C'est clair. On en sort gagnant. Et donc le film sera au final réalisé par Joe Alves, qui était le producteur designer des 2 premiers films. C'est lui qui a, entre autres avec son équipe, créé le Bruce, le requin. Il avait failli réaliser le film précédent. Et comme pour les films d'avant, beaucoup de gens se sont occupés de l'écriture du film. Donc c'est très difficile de savoir exactement qui a écrit quoi. À l'origine, c'est Richard Matheson qui avait travaillé avec Spielberg sur Duel, qui déclare avoir écrit un super script, la base de l'histoire, etc. Mais qu'il y a eu des scripts docteurs, quoi, donc des gens qui ont réécrit le script par-ci par-là, et qu'au final, ça ne ressemblait plus vraiment à ce qu'il avait écrit lui. Donc il déteste le film. Surtout que Universal l'a forcé pour que les enfants du chef Brody soient dans le film. Ce qui en plus est d'autant plus absurde qu'on aura l'occasion d'en parler. Leur filiation n'entre absolument jamais en ligne de compte dans le film. Hein. Non, et on n'a pas l'impression qu'ils aient vécu 2 attaques. Il y en a un qui a peur de l'eau, mais je veux dire, quand il y a un nouveau requin qui arrive, ils font pas genre « Ah, encore ça, encore un requin !» Il n'y a pas un moment où... Il n'y a pas je crois pas qu'il y ait de référence à leur père, si je me trompe pas. Peut-être une rapidement, mais ouais. Moi, j'avais pas du tout percuté que c'était ses enfants avant d'aller lire Wikipédia en même temps qu'on regardait le film. Hein. Après le nom Brody, j'ai dit ah mais oui évidemment c'est ça, mais autrement c'est pas du tout amené à aucun moment dans le récit. Du coup, tu te demandes pourquoi ils en ont fait ses enfants. En plus, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que les requins attaquent toujours les mêmes personnes. En fait, ils ont une dent contre la famille Brody et c'est toujours les Brody qui sont attaqués. Enfin, on dirait un slasher, quoi, tu vois. Ouais, et puis, t'as même pas le côté où leur personnage apporterait une sorte d'expertise, genre, mon père s'est déjà battu contre un requin, je sais ce qu'il faut faire, on y va, quelque chose comme ça. Il n'y a même pas de référence aux 2, je crois. Ils disent qu'ils ont survécu à une attaque de requin. Ils parlent pas vraiment des 2, en fait. J'ai l'impression ils font que des références par-ci par-là au premier film, mais c'est très vague et surtout en fait, à part le fait que le petit frère ne puisse pas aller dans l'eau et qu'il ait peur de l'eau, il n'y a pas vraiment ça ne sert absolument à rien, quoi. Ce qui sert à rien qu'il puisse pas aller dans l'eau, en fait, puisque d'autres personnes vont aller dans l'eau. Ouais, et en plus, on le force assez rapidement à aller dans l'eau. On lui propose de coucher avec, et il va tout de suite dans l'eau. Oui, aussi. Il y a juste une scène juste avant où il dit « je veux pas aller dans l'eau », et la scène d'après, il va dans l'eau. Donc, c'est pas, il n'y a pas vraiment un arc narratif ou quoi que ce soit autour du personnage, quoi. Ils ont aussi demandé à Matheson pour qu'il écrive un rôle pour Mickey Rooney. Donc, il l'a fait. Ouais. Sauf qu'au final, Mickey Rooney n'était plus disponible, donc en gros, il a écrit tout un rôle pour rien et ils ont dû le virer du film. Voilà. Je sais pas, il devait avoir un contrat avec Mickey Rooney ou Universal ou quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi exactement. Mais tu sais c'est-à-dire que quand tu vois le cast 8 étoiles qui se tape, je veux dire, Mickey Rooney, ça aurait été la grosse star. Ça aurait été la grosse star, je sais pas... De nos jours, on dirait que c'est Dennis Quaid, la grosse star quand même, mais bon, à cette époque-là, c'était pas le cas, quoi. J'allais dire de nos jours, Dennis Quaid, bon. Oui, il est connu pour d'autres choses, en effet. Ouais. Voilà. Surtout, donc lui, Dennis Quaid... Il a sauté le requin, voilà. Exactement. Dennis Quaid est trumpiste, donc bien comme il faut. Et son frère, surtout, c'est surtout son frère Randy. Oui, c'est Randy Quaid. Je vous conseille d'aller lire une petite biographie de Randy Quaid. Lui, je crois, si je me trompe pas, il est parti vivre dans les bois au Canada à l'heure actuelle. Je crois que c'est un truc comme ça. Il est complètement taré. Et il y a le fils qui joue dans The Boys. Et lui, c'est le mec le plus gentil du monde. Je l'entends toujours dans des interviews et dans des podcasts et des trucs comme ça. Et limite, il s'excuse pour son père à longueur de temps. Et donc, c'est le pauvre. Il a un oncle complètement taré et un père un peu problématique. Et donc, ouais, c'est la famille Quaid, quoi. Ouais. Il a 40 ans, je crois, avec sa femme de différence. Enfin, c'est un peu... Qui, Randy ou Dennis? Parce que Randy avait fait une sextape à un moment, je me rappelle. Nous sommes chose 3D, on a parlé de la sextape de Randy Quaid. J'espère qu'elle n'était pas en 3D, putain. Sinon, il y a Gordon Trueblood, qui est aussi crédité pour l'histoire. Rien à voir avec la série.
Il n'a pas fait grand-chose par la suite, à part des films qui ont l'air assez nanardesques. J'ai juste vu les affiches des films et je me suis dit, bon, c'est vrai que quand tu écris Les Dents de la Mer 3, ça m'étonnerait que ça t'ouvre les portes à une grande carrière. Et Karl Gottlieb, qui avait réécrit les 2 premiers films, s'est aussi occupé de ce film-là, mais là, ça se ressent pas du tout. Le côté naturel des dialogues qu'il pouvait y avoir dans les films précédents n'est pas vraiment là. C'est tous des personnages de fonction, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a aucune phrase qui m'a marqué dans le film, par exemple, quoi. Non, ils sont tous très oubliables, en fait, voire... J'irai pas jusqu'à dire qu'on confond les personnages, ça arrive dans d'autres films, là, c'est pas trop le cas, mais ils sont absolument pas mémorables. Ils ont aucun trait qui fait qu'on s'y attache ou qu'on se souvient d'eux. Non, c'est clair. C'est clair. Alors que, quand tu regardes le premier film, tous les personnages sont mémorables. Franchement, tous, même les petits persos, tu sais, le maire, la femme, enfin, ils sont tous mémorables à leur manière. Même les gamins qu'on voit dans le film, en même temps, Spielberg, c'est sa spécialité. Et le 2 arrive bien à continuer ça. Bon, je sais pas, vous avez pas vu le 2, je crois, c'est ça? Vous avez pas vu le 2? Moi, non. Toi, non. Je n'ai vu que Jaws 3D, grâce à toi. J'ai jamais touché un film de requin. Le 2, c'est un film... Le 2, c'est un film vraiment plus classique, mais qui ressemble au premier. C'est un peu une redite du premier. Un peu comme Rocky 2 et Rocky 1, quoi. Tu vois, c'est un peu la même chose. Alors que là, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire quelque chose dans ce film, comparé aux 2 premiers. Mais le deuxième est quand même vachement mieux réalisé, vachement mieux joué. Même si c'est une redite, c'est quand même un vrai film. Alors que là, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait le même budget. Parce que le 2 et le 3 ont le même budget, à peu près 20 millions, 18 et 20 millions. Et il y en a un où ça se voit et l'autre, je les vois pas, les 20 millions, quoi. Je sais pas où ils sont passés. Peut-être que tout est passé dans l'effet 3D. C'est ça. Dans l'effet 3D et les images, tu sais, genre de la BBC de requins dans l'eau. Ils ont dû acheter les droits, tu vois. Ils ont dû acheter les droits de requins. Rob Schneider, donc le chef Brody, a déclaré que Mephisto lui-même ne pourrait pas le faire revenir pour une suite. Et il a même fait un film en même temps. Il a tout de suite signé un film en même temps pour s'assurer de ne pas être disponible au cas où Universal voulait utiliser son contrat de 3 films pour le faire revenir. Il voulait absolument pas. Vraiment. Il voulait absolument pas revenir. Donc oui, budget de 18 millions pour un box-office de 88 millions. C'est-à-dire que le deuxième avait fait 208 millions, par exemple. Donc il y a quand même une forte baisse, quoi. Mais tu te dis, bah oui, c'est encore rentable, c'est pas encore assez bas. C'est ça le pire, c'est 88 millions, donc on a encore le temps d'en faire un 4e, quoi. D'acheter une maison pour Michael Caine pour le 4e. Mais c'est marrant parce que Rico nous le montre bien dans chaque parade, il y a les films de requins, il y en a des centaines et des centaines, mais quand il s'agit de la principale saga, la saga un peu fondatrice, Les Dents de la Mer, t'as l'impression que dès que le premier, ils ont fini le tournage, la boîte à idées était complètement évaporée, quoi. Il restait plus rien. C'est un peu, c'est presque étrange, quoi, de se dire que, alors que, le requin a été mis en scène de plein de manières différentes, finalement, les gens qui ont fait Jaws, ils n'arrivaient pas à l'imaginer autrement que de refaire le premier film, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'avoir la musique. Tu peux pas voir un requin sans avoir la musique. Ah oui, non, sûrement pas. Sur le Patreon, avec Rico, on a fait Peur Bleue, qui a un peu été le revival des films de requins. Et c'est largement mieux que ce film-là. Franchement, je vous conseille de regarder Peur Bleue plutôt que de regarder... Alors, je l'ai vu, je crois que je l'avais vu au cinéma, celui-là. Donc, ce qui veut dire que c'est très loin et que j'en ai pas un grand souvenir. Mais mon souvenir, c'est que j'avais passé un bon moment. Il est complètement con. Il est pas forcément très joli. Les acteurs, c'est pas génial. Mais il y a un truc un peu kitschouille qui fait son charme. Et même le concept, en fait, ils ont pris Jurassic Park et les requins, il est un peu comme celui-là, d'ailleurs. Celui-là, j'ai écrit, c'est Jaws Jurassic Park. Oui. Le film a tout de même eu le record du meilleur démarrage pour un film en 3D. Et à votre avis, qui a battu le record? Avatar, je suppose. Non. Ah. Avant Avatar. Un film en 3D avant Avatar. Le trésor des 4 couronnes. Non. Pardon. C'est un beau nanar en 3D aussi qui a le même. Le trésor la des même 4 capacité couronnes. à mettre des trucs qui tournent pour faire 3D en premier plan et qui n'ont rien à voir avec la chose.
Il n'y avait pas genre un Toy Story qui était en 3D ou un truc comme Non. ça, ou qui avait une autre sortie 3D? Je vais vous le dire tout de suite. C'est une saga. C'est une saga de Robert Rodriguez. C'est Spy Kids 3D, bien sûr, qui était... mais oui, Spy Kids 3D, dont je parlerai un jour dans le podcast si je survis jusqu'à mes 75 ans. Le film a 11% sur Rotten Tomatoes et 1,3 sur Allociné. C'est une des pires notes que j'ai pu voir dans l'histoire de la saga. J'avoue, c'est vraiment très bas. C'est vraiment très très bas. Ouais. Et le film a été nommé pour 5 Razzie Awards. Bon, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Mais il y a pire film, pire réalisateur, et surtout, c'est ça qui m'a fait rire, pire nouvelle star pour les 2 dauphins du film. C'est vrai que les dauphins, je m'attendais pas à ce qui est... Comment il s'appelait le dauphin déjà dans la série télé là, qui venait sauver des gens? Oui. Flipper? Non, Flipper, Flipper, oui. Oui, c'est leur... Je m'attends parce que c'est carrément Flipper hein, dans le film, les dauphins. Quoi. Ah oui, c'est Flipper. C'est Flipper et Flipper 2. Mais c'est marrant, c'est qu'il y avait Flipper, il y avait Lassie, il y avait Skippy. C'était un peu tous les mêmes. C'était un peu toujours la même histoire, mais avec des animaux différents. Et voilà, j'ai encore une fois pas envie de parler des Dents de la Mer 3D. Non, allez, on va y arriver. On va y arriver. Allez, on passe au film. Donc on commence avec un meurtre de poisson en 3D et le logo qui approche de l'écran pour bien comprendre que c'est de la 3D. C'est super cheapos, hein, il faut le dire. Et vous allez pouvoir dire rapidement au revoir à la 3D pendant 40 minutes, je crois. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a un long moment où il n'y a pas de 3D. En fait, on oublie qu'il y a la 3D et d'un seul coup, ça revient et je fais « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» Je fais « Ah oui, c'est vrai, je regarde un film en 3D. » Donc, profitez de votre tête de poisson qui tourne. Oui, qui est en fait non seulement en 3D, mais une incrustation dégueulasse, c'est-à-dire la combinaison des deux, faut le dire. Et après, il y a tout le générique qui est en 3D, c'est-à-dire que tous les noms des acteurs sont avec un espèce d'effet de perspective dégueulasse pour faire 3D. Superman était déjà sorti, hein. Oui, Superman était déjà sorti, si je me trompe pas, à cette époque-là. Je crois, oui. Parce que ça fait un petit peu les titres, tu sais, comme les titres qui s'avancent vers l'écran, comme dans le générique de Superman, qui est un des meilleurs génériques de l'histoire. Sauf que là, c'est vraiment la version Wish, quoi. C'est vraiment la version, la version toute pourrie du générique de Superman. L'idée, c'était qu'en fait, il y avait Amityville 3D qui était sorti, qui avait bien marché. Donc, Joe Alves voulait donner une patte au film, voilà, pour le différencier des 2 premiers. Apparemment, les premiers tests, ça donnait des migraines. Donc, ils ont testé des nouvelles caméras, des lentilles spéciales. C'est très compliqué, j'ai rien compris. Donc, je vais pas commencer à essayer d'expliquer. En gros, ça permettait au film d'être vu en 2D, en 3D d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous pensez de la 3D dans ce film ? Alors, l'ayant vu en 2D, en fait, on voit surtout les scories de la 3D, c'est-à-dire les incrustations dégueulasses, voilà, les effets à la con où un personnage va... Enfin, vous allez avoir des angles de caméra totalement improbables, mais pour faire un effet de perspective au bon moment. Il y a plein de plans qui sont dégueulasses, mal cadrés, enfin cadrés bizarrement ou quoi, parce qu'il faut faire l'effet 3D. Donc en fait, ça enlève au film, quoi, plus qu'autre chose. Voilà, il y a cet énorme ventre mou du film où il n'y a pas trop d'action, donc il n'y a pas trop de raison de faire de la 3D. Contrairement au film que je citais, Le Trésor des 4 couronnes, qui lui est un film beaucoup plus d'aventure et qui va vraiment mettre plein de trucs tout le temps au premier plan pour animer un peu cette 3D. Là, on l'oublie aussi assez facilement. Donc, d'un côté, bon point, en 2D, on n'en perd pas grand-chose. Le négatif, c'est que la 3D, elle est très, très, très discrète pour un truc qui trompette Jaws 3D et elle sert à rien. C'est le gadget ultime. Je pense que déjà la technologie n'était pas là. En 83, je veux dire. Il a fallu combien de temps avant que la 3D revienne vraiment avec Avatar pour au final disparaître à nouveau très rapidement, hein. Tous les films sortaient en 3D pendant un moment. Même les Marvel, etc., ils sortaient en 3D. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça n'apportait pas grand-chose, même si quand c'est bien fait par James Cameron, etc., peut-être. Mais quand c'est fait par quelqu'un d'autre, qu'en fait, ils ont juste ajouté l'effet 3D par la suite,
Mais moi, je me rappelle, c'était quand j'étais à la Disneyland, quand j'étais petit, il y avait Captain EO. Le ça, je me film, rappelle. c'était pas Spielberg d'ailleurs qui était derrière Captain EO ou George Lucas ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle que j'avais été époustouflé par la petite bestiole qui vole et qui s'approche de toi. Je sais pas si tu te rappelles exactement de... Il y avait une petite bestiole qui vole qui faisait très Lucasfilm sur les bords, quoi, très Willow. Et donc quand c'est bien fait, ça peut être très bien. Mais là, je pouvais imaginer ce que ça donnait en regardant le film en 2D, de voir que t'as pas besoin des lunettes. Au final, tu te rends compte de ce qu'ils sont. Tu vois exactement d'où vient la 3D, ce qu'elle veut faire en fait. T'es pas forcément obligé d'avoir les lunettes. Je me demandais quel est votre film préféré en 3D. Bon, je vais peut-être pas ressortir le faux Harry Potter indien, mais honnêtement, plus par défaut qu'autre chose, je pense que je vais finir sur Avatar. Parce que c'est pas un mauvais film et que c'est un des rares films, honnêtement, que j'ai vu en 3D. Parce que je pense que je suis dans le cas de beaucoup de gens, c'est-à-dire que, en fait, la 3D, moi, je trouve ça. D'abord, je porte des lunettes. Donc, ça veut dire qu'au cinéma, quand on doit porter ses lunettes plus les lunettes 3D, c'est toujours pénible. C'est pour ça que Captain EO, c'est cool, c'est que c'est court. Parce que se taper 2 heures ou 2 heures et demie avec les doubles lunettes, bon, c'est juste pénible, quoi. Non, c'est chiant. Donc, voilà, par défaut, je vais citer Avatar parce qu'honnêtement, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent à l'esprit. Je pense honnêtement que j'irai pas vers des films. J'irai vers des trucs, mais type Futuroscope, quoi. Des choses qui sont faites dès l'origine pour la 3D, qui n'ont d'intérêt que pour la 3D, ils savent en tirer le maximum. Éventuellement, peut-être des jeux vidéo, parce que ça colle aussi un petit peu dans les dates, hein. C'est-à-dire que la 3D, quand on a fini de faire Mumuse avec les lunettes vertes et rouges, on est allé le développer beaucoup en jeux vidéo. C'est aussi, il me semble que Battlezone, ça doit être pas trop loin avant. Et qu'après, on a tenté d'aller de plus en plus vers la 3D, mais qui sert à quelque chose, quoi, dans les jeux vidéo. Oui, il y a eu la 3DS, la DS de Nintendo qui avait l'effet 3D, mais qu'on n'activait jamais au final. Et même ça faisait un peu mal aux les yeux, effets de profondeur dans les jeux. Oui. Moi, il y a Hugo Cabret qui me vient à l'esprit quand même, niveau film en 3D de Martin Scorsese, qui est fait pour la 3D, là en l'occurrence, vraiment. Et ça se ressent quand on regarde le film. Et c'est un film vraiment mignon sur Méliès. Et je vous le conseille, franchement, si vous avez des lunettes 3D qui traînent, une télé 3D et tout le tralala, n'hésitez pas à regarder Hugo Cabret. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment qui me viennent à l'esprit, quoi. Là, comme ça, en dehors d'Avatar, en fait. C'est triste, hein. Il n'y a personne qui a essayé vraiment de faire quelque chose avec le concept, au final. En dehors de James, hein, Monsieur Cameron, qui, lui, dès qu'il y a une technologie, il est là, quoi. En fait, je me rappelle aussi que dans la lignée d'Avatar, il y a eu un truc où tu avais des films qui étaient pas très bons, qui essayaient de jouer sur la 3D pour attirer un peu le public, ou en tout cas attirer un peu l'argent, puisque la 3D, c'est un truc qu'on payait et qu'on paye toujours au cinéma. 3 € de plus par séance, quand le film est pas très bon et a du mal à attirer le public, c'est toujours bon à prendre. Je pense à des trucs genre Le Choc des Titans 2 ou des films comme ça. Transformers, ouais. Où tu te dis, il n'y a pas grand-chose à vendre, mais tant qu'à faire, on va essayer de vendre ça aux fans de la 3D qui existent, même si ils sont pas si nombreux que ça, mais pour essayer de rattraper un film mal parti. Je me rappelle quand Avatar est sorti, si je me trompe pas, il y avait Alice au Pays des Merveilles qui était sorti aussi de Burton. C'était sorti en 3D, et la 3D d'Alice au Pays des Merveilles était tellement plate, surtout quand tu sors d'Avatar et ensuite tu vas voir ce film-là, c'est le coup du lapin, quoi. Non, mais c'était un vrai problème à l'époque, oui. En tout cas, quand le film a commencé avec les titres, etc. en 3D, je me suis dit, I'm gonna need a bigger drink. Voilà, donc je suis allé me servir un verre, j'ai mis pause. Et donc, Dennis Quaid est le perso principal qui incarne le fils du chef Brody. Il travaille dans un parc aquatique avec des orques et des dauphins. D'après Dennis Quaid, il était défoncé à la cocaïne pendant tout le tournage. Voilà. On en apprend plein sur la famille Quaid aujourd'hui. Cette idée de parc aquatique, en fait, ça a du sens, hein. C'est pas une mauvaise idée, hein, sur le papier, en fait, d'avoir les dents de la mer dans un parc aquatique comme ça.
Je trouve que c'est plus dans l'exécution où ils sont un petit peu complètement ratés, mais juste quand le film a commencé, que j'ai vu que c'était dans un parc aquatique, etc., je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec, et pas vraiment. Alors, c'est un parc aquatique qui est un peu spécial, il faut peut-être préciser parce que ça va jouer dans l'intrigue. C'est un parc aquatique ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un lagon artificiel avec tout un côté qui est ouvert sur la mer, avec des systèmes de portes et d'écluses pour séparer en fait. Ils ont des systèmes pour faire rentrer les poissons et ne pas qu'ils puissent pas sortir pour avoir des jolis trucs à montrer aux spectateurs, enfin aux visiteurs du parc. Après, oui, pourquoi pas, parce que une créature, un monstre qui commence à semer la terreur dans un parc d'attractions, c'est pas le truc le plus original, mais c'est un canevas qui marche, oui. À cette époque-là, c'était original. Jurassic Park, À cette époque-là, c'était original. Il n'y avait pas encore eu Jurassic Park. Il n'y avait pas encore eu Jurassic Park. C'est 10 ans avant, quoi. Donc, Mais je me demande s'il n'y avait pas déjà eu Kiss contre le fantôme du parc. Quoi? Oui, Kiss, le groupe Kiss contre le fantôme du parc. Mais c'est peut-être après, il faudrait que je vérifie les dates. C'est vrai que c'est pas le film qui a laissé le plus de souvenirs. C'est un film qui nous avait valu des menaces sur Nanarland, en fait. Attends, mais est-ce que tu étais vraiment en train de me dire qu'il y a un film Kiss, donc le groupe Kiss avec le visage peint, etc., qui ils sont dans un parc et ils sèment la terreur. Oui. Et il y a des fans de Kiss qui ont mal pris le fait que vous le considérez comme un nanar et donc vous avez reçu des menaces de mort, c'est ça en gros? 10 sur 10, ouais. C'était il y a longtemps, mais ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a l'air sympa, les fans de Kiss. C'est la Kiss Army. Le parc en question, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est un vrai parc. En fait, c'est SeaWorld Orlando. C'est pas une très belle pub pour le parc, parce que on voit 3 attractions, dont une où les gens sont en danger, une où les poissons sont en danger. Non, c'est vrai que c'est pas une très bonne pub de montrer ton parc. C'est comme si Disney faisait un Jurassic Park où on voyait le château se faire détruire par un tyrannosaure. C'est vrai que ça... Et au-delà de ça, je vais arriver sur un problème que je trouve au film, qui est un problème de mise en scène qui m'a vraiment surprise sur un film avec des professionnels dedans, et qui fait que c'est pas une très bonne pub pour le parc. On a l'impression que c'est tellement mal filmé que rien n'est mis en valeur. Alors déjà, dans les scènes d'action, c'était relativement illisible de savoir qui va quoi, fait où, etc. Mais le parc en lui-même, on ne le voit pas en tant que lieu, il ne vit pas tellement. Il y a une demi-baie, mais qu'on voit à peine. Il y a des allées, il y a des bâtiments, mais il n'y a pas un parc, alors que celui, par exemple, on va reconvoquer Spielberg, mais celui de Jurassic Park, on arrive à lui trouver une géographie assez facilement. Là, c'est le bastringue, quoi. Non, mais c'est vrai, et puis même, je trouve que ils mettent pas non plus en valeur. Il y a beaucoup de jet ski dans le film, par exemple. C'est même sur l'affiche. Hein. C'est même sur l'affiche. Du ski nautique, tu veux dire, peut-être? Du ski nautique, excuse-moi. Ouais, t'as l'impression, c'est un parc aquatique et t'as l'impression que la moitié des trucs à voir, c'est des gens qui font du ski nautique. Mais même ça, c'est filmé comme une pub corporate. Enfin, venez à SeaWorld. Enfin, on dirait que c'est filmé un petit peu comme les pubs qu'il y avait avant un film que tu lançais. Tu vois, il y avait les trailers et les pubs avant. Et ben, il y avait venez à SeaWorld à Orlando. Enfin, dans une ambiance familiale et décontractée. Exactement. Mais ouais, il y a des séquences du film où tu as l'impression d'être vraiment devant un public reportage. Et le public reportage, c'est venez voir à SeaWorld, il y a des gens qui font du ski nautique. Pas sûr que ça soit aussi convaincant que ce qu'ils pensent. Bienvenue dans le monde de la mer, le plus grand des parcs de la vie marine. Au-dessus comme au-dessous de la surface de notre royaume sous-marin unique. Ensuite, il y a la question du pourquoi est-ce que les Brody, en tout cas Michael Brody, travaille dans un parc aquatique après tout ce qui s'est passé dans sa vie, quoi. Oui. Il y a aucune logique, en fait. Oui, non, tu as l'impression que le mec... il a envie de revivre son trauma du Vietnam jour après jour après jour et que ça devient sa drogue. C'est comme si Anne Darrow, elle allait vivre avec les gorilles à la fin de King Kong. Ça serait un peu bizarre, quoi. En plus, il est même pas biologiste marin, quoi. Il est ingénieur, quoi. Donc, il peut faire littéralement va faire un truc dans un autre parc. Ouais, voilà. Et en plus, vous avez vu le documentaire Blackfish?
qui montre en gros la vie d'un orque qui a été Oui, trimballé de SeaWorld à SeaWorld et qui au final a tué 3 ou 4 personnes, si je me trompe pas, parce qu'ils l'ont rendu complètement fou à le laisser dans un minuscule aquarium. Et en fait, quand tu regardes ce genre de film des années 80, ça va très très rapidement, ça va vraiment vieillir, quoi. C'est un truc que les nouvelles générations, là, ceux qui sont plus jeunes, ils vont pas pouvoir regarder Les Dents de la Mer 3D sans se dire ces animaux sont utilisés, ils sont pas heureux. Surtout qu'on voit qu'il y en a un qui a la nageoire complètement, un des orques qui a la nageoire complètement penchée et limite en angle droit un petit peu, et ça veut dire qu'ils sont pas heureux, quoi. Mais le concept même de parc aquatique est voué à disparaître, en fait. Tant puisque mieux. Un gros nombre d'espèces, particulièrement les mammifères marins, les dauphins, etc., tu ne peux plus actuellement en acquérir. Donc ceux qui sont dans les parcs et qui peuvent pas être réhabilités parce que, comme tu l'as dit, ils sont zinzins, ceux-là vont mourir en captivité, mais il n'y en aura pas d'autres. C'est comme les carlins. Et c'est pas plus mal. Bien au contraire. Ouais, c'est pas plus mal. Contrairement aux carlins, c'est plus dur d'élever des orques chez toi en douce. Ça demande un peu plus de place. Mais oui, c'est vrai que toute chose égale par ailleurs, tu regardes le film avec l'œil d'aujourd'hui, tu vois un parc aquatique qui non seulement est un parc aquatique, mais en plus un parc aquatique des années 80. C'est-à-dire, je pense que la taille des bassins était encore plus petite que ce qu'elle pouvait être plus tard. Et on a beaucoup de mecs en speedo aussi, des mecs un peu surmusclés années 80, avec le haut du corps très musclé et les jambes toutes fines. Le corps années 80, quoi. Et il y a le petit frère de Brody dont on a parlé tout à l'heure, qui hélas n'apporte pas grand chose. C'est dommage. Il aurait pu avoir son moment de héroïque ou un truc. Je me rappelle pas s'il a un moment héroïque dans le film, à part empêcher Lea Thompson de se faire bouffer entièrement, mais c'est pas vraiment. Non, c'est pas vraiment lui qui l'empêche. En fait, je réfléchis parce qu'en fait, il sert vraiment pas à grand chose. Il a 2 scènes. Il a celle effectivement au début où il y a une espèce de drague où il se fait emmener dans l'eau pour aller faire zizi pampan dans le lagon, et une scène où il est sur une espèce de pédalo à la con. Il tombe à l'eau et il s'échappe avec sa copine de justesse et c'est tout. Ouais, après sa copine est blessée, elle est emmenée en ambulance, il part avec elle, on le verra plus. Faire l'amour avec Lea Thompson dans l'eau, ça s'appelle faire une Howard le canard. Et d'ailleurs, elle joue bien dans ce film, le peu de scènes où elle apporte un truc. On sent c'est son tout premier film, donc on sent qu'elle est dedans, quoi. C'est la seule peut-être qui est un peu motivée dans ce film. À part je trouve le patron du parc. Oui. Qui est très bien, très bien. Je me rappelle plus du nom de cet acteur, il est quand même très connu. C'est pas Louis Gossett Jr. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais, si je me trompe pas. Mais il est bien, lui, il est top. Non, lui, enfin, il est toujours très bon dans les films qu'il fait. Et en fait, c'est bizarre parce que il la joue très machiavélique, un peu cynique. Enfin, en gros, il joue comme le maire du premier film, alors qu'en fait, son personnage n'est pas du tout aussi corrompu que ça. Alors oui, il est un peu, enfin, tu sens qu'il dit ouais, il faut ouvrir le parc, il insiste et tout, mais quand les emmerdements commencent, tout de suite, finalement, il passe en mode solution, quoi. Enfin, il est pas celui qui dit mais non, il y a pas de problème, vous exagérez. Non, voilà, on a un gros problème et il faut essayer de le régler. Mais oui, en effet, il est pas comme le maire qui lui était plus un maire. Un petit peu, c'est pas qu'il est idiot, mais il y avait un petit côté idiot avec le maire quand même. Et John Hammond, lui, qui est plus dépressif par rapport à ce qu'il vient de faire et qui est assis sur une chaise et qui fait rien, qui n'agit pas, à part parler de son petit truc avec des puces, là, voilà, mais en dehors de ça, il fait rien. Et encore dans le livre, il se fait bouffer très rapidement. Et lui, je trouve que c'est un homme d'action et c'est sympa d'avoir un mec qui se rend compte facilement des conneries qu'il vient de faire et donc qui passe à l'action. Et je pense que c'est le meilleur personnage du film, en fait, maintenant que j'y pense là comme ça, parce que c'est pas Dennis Quaid sous cocaïne qui rattrape le truc. Hein. Les autres personnages du film qu'on peut citer, il y a un espèce de chasseur d'aventure / photographe de l'extrême qui est assez antipathique. Donc lui, ça va pas être quelqu'un qu'on va retenir. Et effectivement, alors la seule héroïne un peu sympa, c'est la biologiste du parc,
qui est, elle est plutôt cool, mais sinon, effectivement, au mieux, ils sont transparents, au pire, ils sont plutôt antipathiques. En fait, ils sont même pas antipathiques, en fait, c'est juste qu'ils nous intéressent pas, ces personnages. En plus, le film souffre d'ennui. Hein. On se fait quand même bien chier. Ah oui, non, devant, c'est pas... il met quasiment 1 heure avant qu'il commence à se passer des trucs. Bah, le requin apparaît au bout d'1 heure pile poil. Ouais, c'est pas normal. Je sais que dans le premier, on le montre pas, le requin, etc. Et ça fait le côté Hitchcock, mais c'est parce que surtout le requin était cassé, etc. Ils pouvaient pas l'utiliser, donc ça fait partie de la légende. Mais alors, là, parlons de requin cassé. Le truc en plus, c'est que c'est une suite. Donc, tu vas voir Les Dents de la Mer 3 ou 3D, tu sais que tu vas avoir des attaques de requins, tu t'attends à des attaques de requins. Et en fait, le truc, c'est que comme ils nous refont, dans une large mesure, la structure du premier film en moins bien, faut vraiment, on ne saurait trop insister sur le fait que le suspense est beaucoup moins bien mené, ils savent pas faire monter la tension ni rien. Le requin ne fait pas peur une seule fois. Il fait plus rire ou pitié qu'autre chose, en fait. Il n'est pas flippant, quoi. Ah, mais on a fait le compte à la fin, il y a 4 morts. C'est tout ? Alors, ouais, peut-être 5, mais pas plus. Et dont plusieurs qui sont complètement hors champ. Parce qu'au début, t'as des mecs qui viennent trafiquer du corail qu'on n'a jamais vu avant, qu'on reverra jamais après. Dans un bateau pirate, là ? Il y a un moment, il y a un bateau pirate, c'est vrai. Après, il y a un technicien qui doit... Parce qu'en fait, la porte du parc est cassée, la porte marine. Lui, il disparaît, c'est un peu l'élément déclencheur, il part à sa recherche et tout, donc ça fait 3 morts. Il y a le réalisateur / photographe qui se fait bouffer aussi. Ouais, qui se fait bouffer. Et son pote, non ? Et il y a non, son pote, je crois qu'il s'en sort. Par contre, il y a un technicien no-name, un figurant de la salle de contrôle qui se fait bouffer dans la scène finale juste avant la mort du requin. Un red shirt, quoi, comme dans Star Trek. Ouais. Et donc, tu as plusieurs attaques en fait, la plupart des grosses attaques de requins, la grande scène d'attaque de requins, il n'y a aucune victime. Et je trouve que il y a beaucoup trop de plans sur des requins normaux pendant tout le film. Étant donné qu'il y a un petit requin, donc c'est vrai qu'ils arrivent à attraper un requin, et ce qui est bête, hein, tu peux pas garder un requin, un requin blanc en l'occurrence, tu peux pas le garder, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode. Sans savoir que ça deviendrait un plot, ça deviendrait un truc dans le 3. J'en ai parlé comme ça, j'ai dit c'est impossible de garder un requin dans un aquarium. Un requin blanc, pardon. Et là, ils utilisent un petit peu des stock shots, quoi, un petit peu on a l'impression qu'ils ont utilisé des images de requins d'autres films. Et le fait qu'on voit un petit requin pendant une bonne partie du film, ça démystifie le truc, ça enlève un petit peu le côté énorme requin. Apparemment, il est bien plus gros que dans les 2 premiers, le requin qu'ils ont fait dans celui-là. Mais j'ai pas l'impression que ça se voit une seule fois. J'ai l'impression qu'il est lent, qu'il n'est pas vif, quelquefois il bouge pas. Il y a des moments où il avance vers la caméra en 3D et il bouge pas. On dirait juste qu'ils font un zoom sur lui, en fait. Mais en fait, il est pas mobile. Il est pas mobile du tout. Je t'ai raconté, tu te rappelles l'attaque du requin quand nous étions gosses à Amity. Et c'est à cause de ça qu'il va à l'école dans le Colorado. Si nos parents n'habitaient pas une île, ils ne retourneraient jamais à la mer. Et mon père, c'est la même chose. Alors, juste pour expliquer, en fait, il y a 2 requins dans le film. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, il y a un requin blanc, entre guillemets, classique, qui est repéré dans le parc et qui, en fait, est assez rapidement capturé et qui meurt, en fait, en captivité. Et ensuite, du coup, ça provoque la vengeance de sa mère, qui est aussi dans le parc, mais qu'on n'avait pas vu et qui, elle, est beaucoup plus grosse. Comme s'il y avait un requin énorme comme ça dans le parc et personne n'avait remarqué, quoi. Que personne n'avait remarqué et qui se nourrit de on sait pas trop quoi dans un lagon qui est clairement pas de la haute mer et qui en plus a un sens inné de la justice et de la vengeance. Écoutez, pourquoi pas, hein. Moi, les requins... Moi, je suis venu au cinéma, allez-y, hein, servez-moi. Les requins dans les Dents de la Mer, faut pas les emmerder, hein, ça c'est connu. Quand tu t'appelles Brody spécialement, c'est exactement. Mais ouais, tout ça combine à faire un film qui est extrêmement décevant parce que, on parlait tout à l'heure du fait qu'il manquait d'idées pour faire une suite. Une façon de faire une suite dans ce genre de truc, c'est d'en rajouter dans le gore. C'est-à-dire que dans le premier film, Les Dents de la Mer, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de victimes du requin. Non. Mais quand tu fais une suite, tu peux dire, cette fois-ci, en fait, on va être beaucoup plus graphique
et le requin va tuer des dizaines de personnes. Enfin, encore une fois, c'est une façon de faire une suite dans un film comme ça. Donc ça se trouve, le 3, il tue encore moins de personnes. Et c'est vrai que soit tu vas à fond dans le gore, si tu montres le requin pendant une bonne partie du film, si tu ne suis pas la formule Spielberg, entre guillemets, et que tu veux que ton requin c'est un slasher, c'est un méchant de slasher, ce requin. Bah ouais, tu pas la fin. Donc à ce moment-là, ouais, on veut du sang, là, il y a un bras qui approche de l'écran ou ce genre de truc, mais c'est pas assez. En fait, c'est tellement distillé par-ci par-là, un petit peu de gore au bout de 5 minutes, un petit peu de gore au bout de 40 minutes. Et au final, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut voir c'est un parc aquatique, on veut voir des gens se faire bouffer, quoi. Que tous les gens qui sont sur leur ski, ils se fassent bouffer. Là, on n'a pas ça, quoi. Mais c'est ça, la grande scène d'attaque de requin, où successivement, parce qu'elle a que ça à faire, le requin, elle attaque les baigneurs, elle attaque les mecs en ski nautique, plusieurs groupes de casse-members en ski nautique, elle attaque les mecs qui sont sur leur pédalo, elle attaque tout le monde, et en fait, elle rate tout le monde, quoi. Une grosse loser. C'est le visiteur du parc 10, requin 0. C'est vrai. Mathilde, étant donné que c'est ton premier film de requin, est-ce que tu as été impressionné par ce requin ? Magnifique. C'est un requin tramway. C'est très rare. C'est un requin. Il fait des bruits d'ailleurs. Vous avez entendu qu'il fait des sous l'eau. Genre il grogne sous l'eau. Normalement, je pense pas que les requins ça grogne, quoi. Voilà, là c'est un requin en 3D, il faut se rappeler. C'est pas un requin normal, c'est un requin qui avance vers l'écran sans bouger, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Et les gens sont assez courtois dans ce film pour venir se loger dans sa bouche. C'est vrai. Sinon, c'est un peu dur pour lui, le pauvre. C'est vrai, en plus, il laisse juste la bouche ouverte. C'est comme une baleine, quoi. Il laisse sa bouche ouverte et c'est les gens qui rentrent dedans. À la fin, il y a dans la scène d'attaque ce moment fabuleux où il casse une vitre. Oui. Donc, t'as à la fois l'incrustation pourrie de la vitre et le requin qui entre, qui sur un skateboard. C'est génial. Ces scènes de requins sont vraiment très, 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 très drôles. Ce film a fait vraiment remonter le deuxième film dans mon estime. Vraiment. Vraiment beaucoup. Parce que depuis tout à l'heure, on explique qu'en fait, il se passe rien avant 1 heure et vraiment, il se passe rien avant 1 heure. Là, mais une fois que ça démarre, il y a des vrais pics de nanardise dans le truc. Le requin est complètement raté. Les incrustations, le mélange d'incrustations et de volonté de faire de la 3D, ça marche absolument pas. Vous avez des scènes d'une laideur, mais absolue. Les yeux du requin, est-ce que vous avez vu les yeux du requin, quoi ? On dirait vraiment que c'est fait en carton-pâte. Mais ouais, il est vraiment... Même ses dents, on dirait que normalement, ils ont combien de rangées de dents, les requins ? Là, il a quelques petites dents tout pourries. il a vraiment, on dirait, bouc sans dents, quoi. Et franchement, vraiment pas impressionnant, ce requin. Non, mais voilà, il a pas mis son polydent. Encore une fois, notoirement, le requin des premières Dents de la Mer avait connu beaucoup de problèmes mécaniques. Là, on a à nouveau un requin qui, du niveau du design, est complètement raté. Et par contre, on voit beaucoup plus. C'est vrai. On le voit. Enfin, déjà, il apparaît qu'au bout d'1 heure, mais une fois qu'on le voit, on le voit tout le temps. Ça, on le voit tout le temps. Et le premier requin, donc celui qui est là dans la première partie du film, pour le coup, c'est que des stock shots de films aquatiques avec un requin blanc. Qu'est-ce qu'il devient, ce requin, déjà ? Ils le capturent, ils le mettent dans un bassin d'exposition, et au bout d'une journée, il meurt. Oui, c'est ça, il meurt. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je l'ai vu en 3 fois. Je l'ai vu en 3 fois. Voilà. Et pour être très clair, il ne meurt pas dans les affres de l'agonie en portant 14 visiteurs avec lui dans des mâchoires d'acier. Non, juste... petite crise cardiaque. Une pauvre poiscaille en captivité qui supporte pas le choc et qui meurt, quoi. Papa, regarde le poisson. Regarde. Mon Dieu de merde. Et puis t'as le thème du requin qui est tellement mal utilisé aussi quand même. Quand t'as le thème du requin, tu le sors quand même à des moments clés. Et quand tu le fais, tu fais vraiment monter... S'il y a bien un thème musical qui fait monter la pression, c'est le thème de la mer. Il est fantastique. Donc normalement, tu dois y aller crescendo, etc. Il doit y avoir un truc. Là, la scène, c'est et hop, c'est fini. Tu fais, mais non, normalement, il te faut quand même, il te faut un moment il faut que ça monte, quoi.
je me dis, bon, John Williams a quand même dû toucher un petit chèque grâce à ce film. Mais j'imagine quand il l'a vu, il a dû se dire, si il l'a vu bien sûr, il a dû se dire, franchement, c'est pas comme ça que tu utilises ma musique, quoi. Ça fonctionne pas, quoi. On sent que le mec qui a réalisé ce film, c'est pas un réalisateur de toute façon, c'est un technicien, c'est pas un gars qui a l'œil. Non, mais tu sens qu'il rate les opportunités dans le film. Je le disais tout à l'heure, dans le parc, t'as que des gens qui font des figures en ski nautique, donc des personnes qui sont immédiatement antipathiques. Un truc classique du slasher, c'est que tu lâches ton tueur au milieu de gens que t'as rendus antipathiques. Jason, par exemple, tu vois. Jason, par exemple. Et tu vas avoir une espèce de catharsis pour le spectateur qui va voir le tueur finalement démembrer tous ces gens qu'il n'aime pas. C'est un truc qui est très bien fait dans Sous la Seine où le requin tue Monsieur Poulpe. Et là, en fait, ils ne savent absolument pas prendre l'occasion de le faire avec les connards en ski nautique. Mais on voit un poulpe quand même dans le film. Voilà. Il y a des tentacules à un moment. Idem, ils font tout un bail avec des tunnels sous l'eau et des gens qui se retrouvent coincés sous l'eau. Rien à faire. Enfin, à un moment même, ils sont en mode ouais, mais il n'y aura pas assez d'oxygène, etc. Mais si, il y aura assez d'oxygène. Peur Bleue le fait largement mieux, quoi. Si vous voulez voir un film dans le même genre où c'est syllabes, hein, c'est comme ça que ça s'appelait le dessin animé des années 60 où c'était un laboratoire sous l'eau avec des tubes et des trucs comme ça. En gros, c'est le même concept. Peur Bleue le fait vraiment bien où il y a des différents niveaux, on est sous l'eau, etc. Là, c'est juste, il y a un petit coup de pression à un moment, il y a un gars qui revient le souder, qui se fait bouffer. Ah bah si, il y a lui aussi qui se fait bouffer, non non, les sous-l'eau, ils s'en sortent. Hein. Ok, donc le mec qui est en train de souder, voilà. Et au final, on passe à autre chose. Il n'y a même pas une personne qui meurt. D'ailleurs, quand il fait péter le truc, normalement, ça devrait exploser et tout le monde meurt dedans avec l'eau. Là, non, il y a un peu d'eau qui rentre. Alors que non, quand t'as un requin de cette taille-là qui fonce dans du verre, logiquement, ça explose, quoi. Et en plus, c'est du verre qui est censé tenir à la pression, donc je sais même pas si c'est un verre qui est capable d'exploser comme ça. Mais je crois que je me pose trop de questions sur les Dents de la Mer, sur la logistique des Dents de la Mer 3. Et effectivement, ils partent sur une espèce d'aventure du Poséidon, sauf que tout le monde s'en sort. C'est un film catastrophe où tout le monde s'en sort indemne. Tu vois, dans le premier, il y a 3 hommes qui partent sur un bateau, il y en a 2 qui reviennent. Tu vois ? Ouais. Et c'est important. Il y en a un qui est mort comme Captain Ahab contre Moby Dick. Il est mort en essayant de tuer le plus gros requin. Chaque personnage a un arc, chaque personnage est développé, chaque personnage est étudié. Dans le 2, il y a le chef Brody. Donc il y a le capital sympathique, on se dit on a envie de le suivre parce qu'on aime bien ce personnage et surtout l'acteur est génial. Même quand il n'a pas envie de jouer le rôle, il vend quand même le truc. Et là, on n'a personne à qui se rattacher en fait. On est complètement... soit tu vas à fond dedans, donc dans le slasher, parce que ça ressemble à un slasher, soit tu fais un Jurassic Park, mais tu fais pas les deux, tu fais pas un mélange des deux tout chiant. Enfin, c'est plan-plan, c'est mou du gland comme film. Hein. Il est super mou du gland ce film. Mais moi, j'avais presque l'impression, alors j'ai pas regardé les conditions de production, de la suite PG-13 d'un film R. C'est-à-dire, pour parler en français, la suite déconseillée aux moins de 12 ans d'un film qui, à l'origine, était interdit aux moins de 16 ans. Où, en fait, vraiment, on a réduit la violence, on a fait en sorte que même les scènes, que même les morts soient un peu édulcorées, pour avoir un film qu'on peut montrer à un plus grand public. Parce que, honnêtement, c'est pas un film d'horreur, ce film. C'est pas un film d'horreur. Non, du tout. C'est pas un film d'horreur du tout. Et c'est bien dommage. J'espère que le 4 sera un peu plus film d'horreur. Ça se trouve, il est encore... Je crois que le 4 a un côté plus nanar, donc il est plus drôle à regarder. Parce que là, on peut le dire, hein, nanar, la définition officielle de Nanarland, c'est mauvais film sympathique. C'est ça. Hein. Et là, c'est un mauvais film, point. Il y a rien qui me donnera envie de le revoir, tu vois. Il y a plein de mauvais films que j'ai envie de revoir. Je suis un énorme fan de Rocky 4, par exemple. Là, il n'y a rien qui est là pour le sauver d'un point de vue sympathie. Il a rien de sympathique, ce film, je trouve. Je suis méchant. Moi, je trouve qu'il a un peu un côté nanar sur la fin. Il y a quelques scènes, encore une fois, qui sont très mal faites. Et la mort du requin est un vrai moment de connerie. Avec Jack, nous allons nous arranger pour le faire revenir. Tout clôturer, et ensuite, nous disposerons du monstre à notre gré. Pendant ce temps, vous pourrez souder votre morceau du tunnel, et on pourra faire évacuer les prisonniers.
Que ferez-vous s'il refuse de vous obéir? Oh, je crois que nous pouvons garantir qu'il va nous obéir, hein, Jack? Oui. Comment est-ce que vous pouvez le garantir? Je servirai d'appât. Quand le premier corps, là, celui à qui il manque un bras, est retrouvé au milieu des poissons, il y a un jump scare à un moment, mais qui est vraiment tout pourri. Donc ils ont quand même l'envie de faire un côté film d'horreur, mais il y a qu'un jump scare dans le film, quoi. Tu vois, et il est pas génial, c'est juste un cadavre qui apparaît genre tu vois, avec la petite musique qui fait ça. Et j'ai noté aussi, bien entendu, le requin attaque Sean Brody en premier. Évidemment. Il a vu un Brody, il s'est dit c'est lequel qui sait pas nager, je vais attaquer celui-là. Et c'est vrai qu'il y a aucun des frères qui se dit ça commence à faire beaucoup d'attaques de requins dans nos vies, quoi. Mais même quand tu crois qu'il fait une attaque, tu crois qu'il croque la jambe d'un personnage. Non, c'est juste une grosse estafilade, c'est bon, elle va s'en tirer, tout va bien. Oh, elle aura une petite cicatrice, quoi, ça ira, quoi. J'adore la salle de contrôle années 80 avec des boutons qui clignotent partout et les employés tout blasés alors qu'il y a l'urgence de la situation pas possible et ils sont là. Le SAS 4 vient d'exploser. Je crois qu'il y a au moins une dizaine de personnes qui vont mourir là. Et qu'ils ont décidé de mettre sous l'eau au cas où il y a une catastrophe pour être sûr que ça ne servira à rien. C'est ça. Je sais pas trop quoi dire de plus sur le film, honnêtement. Ouais, non plus. Mathilde a quitté la conversation. Ouais, non, Mathilde, en fait, j'ai vu ce film exactement dans le mood de ton pote bourré qui a pris un rhum bière picon avant le film et qui s'endort doucement pendant les dialogues et qui se réveille quand il y a le requin. Donc voilà. Donc t'as dû regarder que les 20 dernières minutes du film, en gros. À peu près. D'ailleurs, il y a 20 minutes du film qui soit ont été coupées au montage, soit étaient dans le script. J'ai eu 2 versions différentes, donc je sais pas vraiment. Mais le film devait durer 20 minutes de plus. Et visiblement, quelle horreur, beaucoup de scènes gore auraient peut-être et se seraient trouvées dans ces 20 minutes, en fait. Peut-être ça. Ou beaucoup de scènes de ski nautique. Beaucoup de scènes, des scènes de 15 minutes de ski nautique. Il y en a déjà pas mal. Et ils font la pyramide, ouais. Ils refont la pyramide, ouais. À un moment, ils font des sauts et ils tournent sur eux-mêmes. C'est trop cool. Regardez-moi tous ces speedos. Et maintenant, une nageoire de requin. C'est vraiment quel loisir de PNQ. Pardon, ceci est un podcast anti-ski nautique. On est du côté du requin dans ce podcast. C'est ça. Où est-ce qu'il est passé, ce putain de requin? Là, je le vois. Ouais, excusez-moi, ce ne sont que des dauphins. Et donc le réalisateur se fait manger en essayant de coincer le requin dans une scène vraiment molle, quoi, où le requin bouge à peine, il le suit et il avance à 2 à l'heure, le requin. Tu te dis, il pourrait le manger, mais en 2 secondes, si c'était le requin des 2 premiers, c'était fini en 2 minutes, quoi. Et là, il avance. C'est encore plus con. Il le croque pas, il l'avale tout cru, et en fait, il y a une scène de 2 minutes où le mec est dans la bouche du requin et se débat. Je tiens à dire que Featuring 3D. Je tiens à dire que c'est mon plan préféré du film. Parce qu'au moins il se passe quelque chose. C'est un truc que j'ai jamais vu avant. Le point de vue de la bouche du requin et tout. Je me dis ok, d'accord. Je m'y attendais pas. C'est en filmé fait. de l'intérieur de la bouche. Ouais, je m'y attendais pas. C'est très étrange. Ouais. Il y a beaucoup de références au fait que des mâchoires. C'est-à-dire que le film se termine avec la mâchoire qui approche vers la caméra et tout en 3D. Là, on a l'intérieur de la mâchoire. Donc on sent que quand ils ont écrit le film, ils se sont dit. C'est vrai que le titre du film, c'est Mâchoire. Il va falloir qu'on mette un peu la mâchoire partout dans le film, parce que sinon, ce serait pas vraiment un film qui s'appelle Mâchoire, quoi, tu vois. Dennis Quaid et sa mâchoire non euclidienne. C'est un truc. Sacrée mâchoire. Et après, ils auraient pu caster Jean-Pierre Castaldi. Ils auraient autant aller au bout du concept. Pourquoi Castaldi? Bah parce qu'il a une très grosse mâchoire. Ah oui, excuse-moi. Il souffre d'acromégalie, donc il a une très grande mâchoire. Ou les Bogdanov, quoi. Ouais, oui, les Bogdanov. Non, mais tu fais un film avec... Les Bogdanov, le requin, c'est pas un rôle de composition pour eux. On peut le dire, ils sont morts maintenant. Non, mais voilà, tu fais un film avec Jean-Pierre Castaldi, les Bogdanov et Robert Zedar.
et t'appelles ça Jaws 5, t'as un thème. Je sais pas ce que t'en fais, mais t'as un thème. Ils font un concours de hamburgers, c'est ceux qui mangent le plus de hamburgers. Et à la fin, oui, c'est le requin, il le file, cette fois-ci, ce n'est pas les chassés deviennent les chasseurs, et ils commencent à aller bouffer leur requin, tout cru dans l'eau. T'as Castaldi qui plonge et tout. Encore une fois, tout pour ne pas parler du film. Tout pour ne pas parler du film. On en un autre, allez. Non, mais il est lent, il est dépourvu de tout sentiment d'urgence. C'est des dialogues, c'est des... Et ça finit avec des dauphins ex machina qui débarquent de nulle part comme ça. On n'a pas parlé des dauphins. Mais ouais, on n'a pas parlé des dauphins. Vas-y, Mathilde. Je maintiens qu'on y a 3, 2 avec des prénoms de filles et 1 avec un prénom masculin. Ça n'a aucun intérêt. Il y en a pas un qui se fait bouffer? Oui, ben voilà, c'est ce que je disais, mais on me dit non. Alors, je me rappelle pas, moi je me rappelle pas l'avoir fait, mais en même temps, je me rappelle qu'il attaque le requin. Je me rappelle qu'il attaque le requin, et là on croit qu'il se fait bouffer, et à la fin, elle appelle ses dauphins, et elle appelle le deuxième, et il finit par venir, et donc on se dit, ah en fait il a survécu. Okay, il y en a bien que deux. Je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il a survécu à la fin. À la fin, les dauphins ont un freeze frame. J'étais dingue. Oui. Mais avant ça, l'effet 3D est quand même quasiment abandonné pendant une énorme partie du film. Et donc, quand il revient avec justement ce plan du requin, je m'en remettrai jamais du plan du requin qui approche sans bouger. Où ils ont juste pris son image et ils l'ont avancé comme ça. Je m'en remettrai jamais de cette image. Je pense que là, on peut considérer ça comme un nanar, au moins pour ce plan et pour le plan des dauphins en freeze frame à la fin du film. et pour la mort du requin, je le redis, qui est quand même un très grand moment. Oui, qui se prend une grenade dans la gueule et tout. Enfin, ça, c'est une tradition. De toute façon, il faut que le requin meure d'une manière excellente. Et c'est quand même fou qu'un des meilleurs films du monde ait pu donner naissance à une suite aussi merdique qui s'éloigne autant. Quoi, c'est combien de temps après la sortie le premier est sorti en 76, celui-là est sorti en 83. Alors... T'as l'impression qu'il y a un monde entre les deux, quoi, que le cinéma est devenu horrible. Bah, en fait, je tiens à le dire, vous êtes fan de nanar, donc les années 80, ça doit être un peu votre décennie préférée niveau nanar, j'imagine. Il y en a pas mal. Je trouve que le cinéma blockbuster, etc. des années 80, moi personnellement, je trouve pas qu'il était forcément toujours bon, tu vois. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient et c'était pas forcément toujours de la qualité. On retient les meilleures choses parce qu'on a la nostalgie, etc. Mais moi, j'oublie pas qu'il y a des films comme Les Dents de la Mer 3D qui sont sortis, quoi. Voilà, ça, j'oublierai jamais. On parle de quel film déjà? je sais plus. Non, ben... Ok, Castaldi, ça doit être une comédie poète. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé alors de ce petit Dents de la Mer 3? Est-ce que vous avez un petit bilan à faire? Mathilde, on va commencer avec toi. Ouais, le typique film à cut. En fait, film dont tu prends 3 minutes pour les mettre sur... si t'es mon estimé confrère Julien, pour les mettre sur Twitter... ou pour les passer dans des séances rigololes, mais le film en entier, non, faut juste couper les bouts qui sont pas avec le requin, et puis voilà, vous avez gagné une soirée. Vous pouvez faire des vrais trucs, voir des vrais films. Ou alors tu regardes que les scènes avec le requin. Moi j'ai envie de dire franchement, voilà, toutes les scènes en 3D avec le requin et tout. Voilà, si tu veux te marrer, tu mets ça à la soirée Nanarland avant un film. Tu mets juste les scènes avec. Tu mets la scène avec les dauphins. 7 minutes. Tu mets les scènes avec les dauphins à la fin. Très bonne 7 minutes. Je peux te dire que ça pourrait revenir à la nuit de Nanarland, les dauphins qui font un freeze frame à la fin et tout le monde qui applaudit. Je pense que ça, je l'imagine. Le requin tramway, on l'a eu sur grand écran en nuit de Nanarland. Je crois que ça avait fait son petit effet, mais en fait c'est comme ça que je connaissais ce film avant de l'avoir vu. Je me souvenais de ces scènes qui sont un peu qui te sortent pas des yeux, quoi. Enfin vraiment elles sont très très mémorables pour les mauvaises raisons, mais il y a rien d'autre, il y a vraiment rien d'autre. Toi Julien? Voilà. Moi je suis du même avis, c'est-à-dire que c'est un film qui échoue complètement à construire une tension ou à faire monter un suspense. Donc en fait, la première heure, elle ne sert à rien. Par contre, si vous regardez juste la dernière demi-heure, en fait, vous avez un nanar tout à fait acceptable. Parce que sur 30 minutes, c'est pas long. Et vous avez quand même un ratio de scènes très rigolotes, de plans complètement ratés et une fin vraiment à éclater de rire.
qui est tout à fait cool. Donc voilà, c'est un film, en fait, faut en garder un tiers. Et il faut en garder un tiers pour rigoler avec vos potes. Ouais. Avec un peu d'alcool. Avec un peu d'alcool. Franchement, c'est peut-être bien le pire film que j'ai fait dans la saga. Franchement, je réfléchis là comme ça. Et j'ai fait tous les Twilight et tout, hein, donc j'ai quand même, voilà, j'en ai fait des mauvais films. Mais là, on a atteint un niveau d'extrême médiocrité qui, en fait, tu m'aurais dit que c'était un film inspiré des Dents de la Mer fait en Italie ou un truc comme ça, j'aurais pu y croire un petit peu s'il n'y avait pas le côté, le budget du Syllab et le budget du parc d'attractions. Au final, s'il n'y avait pas ça et Dennis Quaid, j'aurais pu croire que c'était un film de Sharksploitation classique. Dont Rico pourrait parler dans son podcast sans problème. Mais là, comme ça, franchement, c'est horrible. Tu dis, ouais, il faut regarder les 20 dernières minutes, mais je sais pas si c'est drôle, en fait. Je me suis pas forcément marré, quoi. Il n'y a pas un moment où... Et pourtant, je suis le premier à me marrer devant les mauvais films. Mais là, j'ai pas eu ce sentiment faudrait trop qu'on regarde cette scène avec mes potes, quoi. Enfin, moi, j'ai pas eu ça. En fait, Julien s'est un peu vendu tout à l'heure en disant j'ai lu ça sur Wikipédia en regardant le film. Voilà, il faut prévoir un autre truc à faire. Un tricot, un petit jeu sur portable, un Monopoly, comme vous voulez, en même temps. Moi, c'est mon travail, donc je suis obligé de rester devant et de prendre des notes et de faire pause à chaque scène. Et quelquefois, je regarde le film 2 ou 3 fois. Là, je l'ai fait qu'une fois, hein, parce que je me suis dit non, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais apprendre de plus en le regardant une deuxième fois ? Je l'ai vu 2 fois. Parce qu'en fait, la première fois qu'on l'a regardé, j'ai été un peu distrait parce que je faisais un peu autre chose en même temps, parce que honnêtement, je m'ennuyais. Et puis, je me suis dit, non, allez, quand même, on va faire un podcast, sois un peu sérieux, regarde-le pour de bon. Et du coup, je l'ai revu une deuxième fois. Mais c'était pas meilleur que la première. Bien, merci pour ton service. Et merci à vous deux d'être venus. C'était un plaisir de vous recevoir. Maintenant qu'on a survécu à ce film, il me reste encore un film des Dents de la Mer et encore un film que je vais faire avec quelqu'un de Nanarland. Et donc, on peut vous retrouver dans le podcast Nanarland. Ça sort tous les mois, c'est ça, hein, Nanarland, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Honnêtement, non, c'est plus irrégulier que ça. Mais ça sort de temps en temps. Et quand on a l'occasion, dès qu'on peut, on fait un épisode et on essaie. Mais on a un peu renoncé à avoir un rythme régulier. Donc, on essaie. On prend juste un thème, on fait un épisode et puis voilà. C'est quoi le dernier épisode que vous avez fait ? Alors, au moment où celui-ci sortira, ça devrait être celui sur le karaté raté, le Bushido. Oh, ça c'est bien, ça j'adore. Eh bien, merci à vous deux. Et bien, merci à toi pour l'invitation. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Attention, vous qui êtes dans l'eau, vous violez la propriété du monde de la mer. Sortez de l'eau avec les mains levées au-dessus de la tête. Merci beaucoup à vous, comme toujours, d'avoir suivi cet épisode sur les Dents de la Mer 3D. Un épisode assez spécial, puisqu'on était 3 personnes à découvrir le film et à le détester pour les mêmes raisons. C'est un épisode qui sortira forcément un peu du lot par rapport aux autres. Et puis il est court, en plus, ça fait pas de mal, après tous les épisodes fleuves qu'on a sortis cette année. Ça fait pas de mal d'avoir un petit épisode plus court. Surtout pour moi, vu que c'est moi qui les monte. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément. Et si vous voulez encore plus m'aider, rejoignez le Patreon, patreon.com/plan-séquence, où vous aurez le droit aux épisodes en avance, à plus d'une centaine d'épisodes bonus, à des commentaires audio, à des live Twitch, et des épisodes de mon podcast perso, ou alors les archives de Bondsplaining. Enfin, il y a vraiment beaucoup de raisons de rejoindre le Patreon actuellement, dont l'épisode sur Peur Bleue, qui est en rapport avec la saga des Dents de la Mer, et que j'ai enregistré avec Rico, l'invité du 2e film, et mes épisodes sur la scientologie, que je vous conseille aussi. Je sais que vous êtes à fond dans le cinéma, mais il y a d'autres choses que le cinéma. Mais parfois, j'aime bien parler d'autres choses que le cinéma, même si ça fait depuis 2016 que je parle de cinéma. J'aime parler de plein d'autres choses.
Je voulais remercier Axel le requin renard, Mondigus le requin aveugle des roches, Monsieur Ruby requin au nez noir, et Orlingas le requin à pointe blanche, Thomas le requin cuivre, Vincent le requin soyeux, Adeline requin des Galapagos, Fabien requin bulldog, Lilian requin obscur, Arnaud requin taureau, Efo requin endormi, Dominique requin marteau, Vie, petite roussette, Julien, requin épée, Hugues, requin baleine, Clément, requin chat, Mathilde, mégalodon, Timothy, requin crocodile, Ludwig, requin bleu, Benoît, requin carpette, Johan, requin à collerette, Nico, requin scie, Jonathan, requin tapis, Flavien, requin à moustache, John, requin féroce, Sam, requin citron, Punky, requin lutin, Clem, requin taupe, Benoît, requin macro, Gary, requin vache, Monsieur Hobby, squal mignon, Seb, requin dormeur, Pierre, requin grisé, Selim, requin épaulette, Loba, requin nourrice, Aurel, requin planeur, Damien, requin pèlerin, Franck, requin brisant, Alexis, requin de nuit, Michel, requin babos, Charles, requin de récif, Pascal, requin chagrin, Elvire, requin lézard, Dylan, requin bambou, Romain, requin cubain, Louis, requin lancette, Guilhem, requin élégant, Claire, requin à gros yeux, Lizzie, requin à long nez, Renato, requin saumon, Yann, requin gris bleu, Océane Bruce, Ced, requin à voile, et bien sûr Béa et Gérard, les requins blancs. Ouh. Encore merci à vous, et à tous les gens qui nous écoutent, et à tous les gens qui ont rejoint le Patreon, et à mes invités, bien sûr. Dans le prochain épisode, nous allons nous pencher sur Les Dents de la Mer 4 avec l'ami Fab Gardon. À la prochaine tout le monde, salut!